ta confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide, ton regard, comme un phare, ton aide, mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bon jeudi à la maison et bienvenue encore une fois à Comme un phare, une émission aujourd'hui qui est consacrée entièrement à une entrevue avec une proche aidante qui joue un rôle, malgré elle, depuis déjà plus de 30 ans. Son histoire de vie est touchante, pour ne pas dire unique en son genre. Karen Larocque, psychologue chroniqueuse de l'émission, viendra nous faire un petit clin d'œil comme ça de soutien pour les proches aidants un peu plus tard en deuxième partie dans l'émission. Mais sans plus tarder, il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui mon invité en studio, Sylvie Guité, de Miguacha. Bonjour Sylvie. Sylvie, d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, on sait que Comme un phare est une émission qui est destinée aux proches aidants des aînés. Des fois, on dit la vie, c'est un peu comme un film. On ne choisit pas nécessairement le rôle qu'on veut. Dans ton cas, je pense que tu as eu plusieurs rôles comme proche aidant depuis les 30 dernières années. Je vais juste faire une petite introduction, Sylvie, avant de poser ma première question. En 80, je pense que tu avais 28 ans, tu as tombé en amour avec un... 25. À 25 ans, excuse-moi, avec un gars ici tout près à Miguacha. Tu demeurais à Montréal à l'époque, tu t'es marié. En 83, ça a été la naissance de ta fille, Émilie. Puis 4 mois plus tard, après la naissance de votre premier enfant, d'Émilie, la seule enfant, enfant unique, ton mari a eu un grave accident. Qu'est-ce qu'il en était, Sylvie? Puis qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis, quel était le diagnostic de ton mari? OK. C'est un accident de moto. J'étais en congé de maternité. Mon conjoint était retourné en ville et devait revenir nous rejoindre pour une autre période de vacances. Mais c'est ça, ce qui devait arriver arriva. Grave accident de moto, éjecté de la moto, casse un arme avec sa tête et grave traumatisme crânien. Alors, il se retrouve à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal en traumatologie et séquelles dans le coma, séquelles tronc cérébral atteint. Donc, ton mari a passé 1 an à l'hôpital Sacré-Cœur et là, on est aujourd'hui en 2015, puis ton mari est toujours dans un centre de soins soins prolongés qui est à Maria, au CHSLD, le pavillon Benoît Martin. Voilà. Bon, là, évidemment, 1 an d'hospitalisation, tu demeures à Montréal. Évidemment, il faut faire une réorganisation. Il va y avoir un retour à domicile un peu plus tard. Tu as eu de l'aide, évidemment, à cette époque-là. Ton frère qui était à Montréal aussi t'a apporté du soutien. Mais tu as eu aussi l'aide du frère de ton mari, qui était ton beau-frère. Oui. Alors, une amitié s'est installée. Puis, je pense qu'on dit en 85, presque 2 ans plus tard, l'amitié a changé de nom. L'amitié change de nom. On pourrait dire que c'était l'amitié qui se transforme en amour. Oui, mais disons, ça a commencé plus par de l'admiration mutuelle. Mon mari qui est handicapé très sévèrement et physiquement et mentalement. Je ne peux pas faire ça seule à la maison avec un enfant en bas âge. Et la première personne qui vient s'installer avec moi, c'est mon frère, qui à ce moment-là, bon, ça faisait l'affaire de tout le monde. Et ensuite, mon beau-frère qui, bon, disons que la vie lui permettait à ce moment-là de venir fréquenter l'Université McGill pour finir un bac ou une maîtrise, je ne me souviens plus trop. Mais puis à ce moment-là, ben, on en profite pour déménager dans un logement et faire adapter le logement. Vous êtes toujours à Montréal? On est toujours à Montréal. Toujours à Montréal à cette époque-là, que ton beau-frère termine sa maîtrise en éducation, qui était déjà directeur d'école, je pense, c'est ça. Et professeur, les deux. OK. Ouais. Sylvie, durant ces 5 années, parce qu'il y a eu quand même 5 années qui s'est passées, là, bon, on dit jusqu'en 89, je pense, c'est ça? Là, en 89... Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oui, parce que vous avez eu le projet de venir vous établir en Gaspésie. Oui, mais disons, c'est plus comme... moi, j'ai été élevée par une de mes tantes, puis elle est décédée, puis ça a fait comme un déclic. OK, bye-bye la ville, bonjour Gaspésie, avec la famille et tout. Et le frère de mon mari, mon beau-frère,
qui a fini son année d'université, vient reprendre son travail. Alors, comme l'amitié avait déjà changé de nom, on s'installe toute la petite famille ensemble et on décide de se bâtir une maison adaptée pour mon mari et d'essayer d'avoir une vie normale. Donc, vous avez décidé les deux de repatrier, au fait, ton mari, Oui. qui est devenu vivre à domicile avec ton nouveau conjoint Oui. et ta petite fille qui était rendue à l'âge Oui. à peu près de 6 ans. Comment cette période-là s'est passée? Parce que ça devait être quand même particulièrement lourd parce que ton nouveau conjoint travaillait à temps plein. Oui. Donc, tu t'es retrouvée du jour au lendemain, là, vraiment proche aidante. Oui. Proche aidante plein à temps plein, mur à mur. Oui, tout à fait. Pour ne pas le dire. Et oui, c'est ça. Puis c'était une situation un peu banale. Bon, on était plus jeunes, donc on n'avait pas besoin d'aide de personne. Hein. On peut, un petit peu invincible à cet âge-là. Pas un peu, beaucoup invincible. Et non, on a essayé. Ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Ma fille grandissait là-dedans. Ce qui était difficile, c'était de dire à ma fille qui grandissait, souvent on était obligé de dire non, on ne peut pas faire ça. On était une famille, en fin de compte, handicapée presque. Mais... Il a fallu se rendre un petit peu à l'évidence qu'après 5 ans, il a fallu prendre une grande décision, oui. celle de placer ton mari puis le frère de ton conjoint officiellement en CHSLD à Maria. Oui, ça n'a quand même pas dû être une décision facile à prendre. Mais la vie t'envoie des signes. Hein. Moi, je suis très à l'écoute. Je le suis encore plus. Le signe a été que je me suis retrouvée moi-même hospitalisée. Et j'ai eu peur. Je me disais, non, ce n'est pas normal de vivre comme ça, là, tout. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de donner la chance à Glenn, parce que c'est Glenn. Parce que vient un temps où on se rend compte qu'on n'est plus à son meilleur. On ne peut pas donner notre 100 %. Oui. Et je pense que c'est la période la plus difficile d'en arriver là, de se dire, OK, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Sylvie. Vous savez, Sylvie, à l'émission Comme un phare, on a toujours Karen Larocque, qui est psychologue, qui fait quand même beaucoup de bien à tous les proches aidantes, parce que souvent, c'est les femmes qui sont des proches aidantes, mais il y a aussi des hommes qui sont proches aidants. Donc, on va écouter ensemble une capsule de Karen qu'elle va nous présenter. Je ne connais pas encore le thème exactement, on l'a déjà enregistré il y a plusieurs mois, mais on va revenir un peu parler peut-être de culpabilité tantôt, parce que ça a dû vraiment aussi un peu planer au-dessus. Je suis une spécialiste. Merci. On voit Karen Larocque tout de suite. Karen Larocque, bonjour encore une fois. Bonjour Régis. Karen, dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec ses amis, on dit toujours que c'est important de bien s'entourer. Quand on est proche aidant, j'imagine que c'est une équation importante. D'autant plus. Bien, c'est sûr, je ne vous apprendrai rien en disant que c'est important de bien s'entourer. Ouais. Mais je veux vous expliquer en quoi c'est important. Puis, en fait, de regarder ça du point de vue de l'effet sur ma propre attitude. Combien les gens de qui je m'entoure ont un effet sur ma propre attitude à moi dans la vie puis de tous les jours. Mais même quand tes enfants sont petits, quand on est parent, oui. On essaie des fois d'un peu d'influencer. On veut que nos enfants soient dans des bonnes gangs, oui. C'est un peu comme ça dans tout le restant de notre vie. Absolument. Quand on est proche aidant, évidemment. Oui. Puis une attitude, là, si tu me demandais c'est quoi une attitude, c'est tout ce qui commence par être. OK? Fait que être positif, être négatif, c'est des attitudes. Être courageux, c'est une attitude. Tout ce qui est être quelque chose, ça, c'est une attitude. Sais-tu comment on arrive à acquérir une attitude dans la vie? Il y a juste une façon de faire. Pour acquérir une attitude, c'est par contagion. Les attitudes se propagent par contagion chez les humains. Contagion positive ou négative? Une ou l'autre. Oui. OK? Ça veut dire que... Puis la volonté a bien peu à voir, tu sais.
C'est comme si je vais te voir, puis tu as la grippe, puis je me dis, ah non, je ne pognerai pas la grippe, je ne pognerai pas la grippe. Si je vais te voir, le fait que je veux pas pogner la grippe n'a pas grand-chose à voir avec ça. Si je vais te voir, je risque d'être contaminé. Mais pour les attitudes psychologiques, c'est la même chose. Si je passe une journée avec quelqu'un de bien négatif, même si je me dis, oh, ça me touchera pas, ma volonté n'a pas plus de pouvoir là-dessus que si je vais voir quelqu'un qui a la grippe, OK? Je risque de me faire contaminer. OK. Hein? Fait que c'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui ont des attitudes qu'on veut avoir. Mais il y a une façon de se prémunir. Admettons que je dois passer l'après-midi avec une personne qui est bien, bien négative. Je vais aller passer 2 heures, je vais avoir à passer 2 heures avec cette personne-là. Ce qui est particulier pour les attitudes psychologiques, c'est que si je passe 2 heures avec une personne négative, si je vais passer après 2 ou 3 heures avec quelqu'un de positif, c'est comme si ça pouvait venir s'annuler. OK. C'est comme le genre d'équilibre. Oui, OK. oui. Mais si je passe plus de temps avec des gens négatifs que des gens positifs, je vais devenir négatif. Puis ça, c'est que je le veuille ou pas. Les attitudes, c'est contagieux. Fait que c'est important de bien choisir notre entourage, puis de balancer si jamais on finit par passer du temps avec des gens qui ont une mauvaise influence. Quand le prochain aidant est en situation avec une personne qui a l'aidé, qui est souvent négatif, donc il y a comme un piège, là. Bien, il faut absolument que je trouve le moyen dans ma vie de passer plus de temps avec des gens positifs si je veux pas être contaminée. Karen, le temps nous file entre les doigts, c'est terminé. On se revoit encore une fois dans 15 jours. À bientôt. Merci. Sylvie, les propos de Karen Larocque sont toujours bien à point pour les prochains aidants. Tout à fait. Sylvie, tout à l'heure, avant l'entrevue, avant la capsule de Karen, on disait que ton mari était rentré en hébergement au CHSLD à Maria. Il y a eu une petite période d'accalmie. Puis là, il y a eu ton beau-père qui vivait à Montréal, qui est venu s'installer à Miguacha, donc voisin, voisin de son fils aussi, puisque ton conjoint, c'est son fils. Son épouse Et ton père a été aussi déclaré atteint ton beau-père, excusez-moi, a été déclaré officiellement atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc pendant, encore une fois, presque 3-4 ans, tu étais une proche aidante à un autre niveau qui était celle de ton beau-père. Bon, ça, je pense que c'est une période qui s'est quand même relativement bien passée. Mais en 2003, malheureusement, il est décédé d'un ACV. Puis ton nouveau conjoint, qui demeurait avec vous, qui demeurait avec toi, avec ta fille, évidemment. Il y avait une période d'accalmie. Je pense que c'était une période intéressante pour vous. A commencé où tu as eu comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui se développait, tu soupçonnais qu'il y avait un petit début de maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvie? Lui-même, c'est lui-même qui me dit à un moment donné, moi, je vais être... j'ai des prédispositions à cette maladie-là. Il sentait ça. C'est sûr que moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, voyons donc, tu te commandes une maladie, tu sais, on fait pas ça. Mais c'est resté, tu sais, j'ai bien entendu, donc j'observais plus après. J'ai observé des changements très subtils au début là, de comportement, mais de l'indifférence, des petites pertes de mémoire, mais pas graves, là, des petits... mais de l'indifférence que je me disais... un changement, il y a quelque chose qui se passait, de la personne qui avait des opinions sur tout, maintenant émettait rarement de ses opinions. Je mêlais ces mots de temps à autre. Tu sais. Donc, il y a toute la période 2003 jusqu'à 2009, pendant 6 ans, que tu t'aperçois finalement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, ton mari est directeur, ton conjoint, c'est-à-dire est directeur d'une école. Puis, évidemment, il commence à avoir beaucoup d'inquiétudes dans les changements, puis dans l'évolution de la maladie. Dans l'évolution de la maladie. Sylvie, on n'a malheureusement pas assez de temps pour aller plus en profondeur pour cette étape, sa prochaine étape. Mais ce que je vais faire avec toi, Sylvie, que je te réinvite. Je veux que la prochaine émission, celle dans 2 semaines, jeudi, pas le jeudi prochain, mais l'autre jeudi, j'aimerais ça qu'on discute de cette période-là, de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à temps qu'on sait maintenant que ton conjoint est en hébergement depuis avant les fêtes. Puis je voudrais qu'on parle de cette étape-là. Sylvie, je te remercie beaucoup. Je te souhaite beaucoup de courage. Je te trouve très courageuse. Je te trouve très optimiste en plus.
Tu as une belle personnalité. Je trouve que tu es inspirante pour les proches aidantes qui sont à la maison. Ouais. Alors, on se revoit dans 2 semaines. J'espère. Et moi, j'invite les gens à la maison à revenir à l'émission Comme un phare. Et en attendant, allez donner vos commentaires sur la page Facebook de Comme un phare. La suite. Juste écrire Comme un phare et on y arrive directement. Merci, bonne semaine. Au revoir. Merci. Bon. Si vous prenez soin d'un aîné, vous êtes un proche aidant et c'est normal d'avoir besoin d'aide. Appuyez-vous sur nous pour de l'information et du soutien et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources près de chez vous. Utilisez la ligne aidant en composant le 1-855-8 l'appui. Comme un phare.